aborder des questions qui divisent l'opinion en ce moment sans retourner dans une situation de guerre. Ceci est-il possible? En tout cas, ce sont des questions que nous nous posons sur ce plateau et bien sûr un plateau en coprésentation avec Siké Doumbé. Bonsoir à vous Bachir, une coprésentation bien sûr avec vous ce soir. Occasion également de revenir sur cette autre actualité, cette fois-ci concernant le Mali mais aussi la Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez de cette affaire, les 49 soldats ivoiriens qui avaient été arrêtés en juillet dernier du côté de Mali. Eh bien on y reviendra ce soir. 3 d'entre eux ont été libérés. On parle de femmes justement sous la médiation bien sûr de Lomé. Ce sera l'occasion dans le cadre de cette édition spéciale de dire un mot là-dessus avec notre panel. Et donc, un bonsoir à l'Afrique, un bonsoir au monde, un bonsoir à toute la République centrafricaine qui nous suit en ce moment, un très grand bonsoir au monde entier, surtout à ces nombreux panélistes qui sont avec nous dans le cadre de cette édition spéciale qui ne sera que la première, puisque plusieurs autres vont suivre tous les soirs, désormais sur les antennes de la télévision centrafricaine et de For You Media, bien évidemment, tous les soirs lorsqu'il sera exactement 20h30 à Bangui et bien sûr aussi à Yaoundé, temps universel 19h30, vous l'avez dit à l'entame de cette édition, un plateau bien sûr ouvert qui va recevoir ici toutes les couches, les élites également politiques pour parler bien sûr de la Centrafrique. Et en ce qui concerne ce soir donc, des Africains ont fait le déplacement et pas des moindres. Oui. Ils sont connus pour leur verbe, ils sont connus pour leur engagement en ce qui concerne les luttes pour les idéaux panafricanistes. C'est donc un plateau bien au complet à la demande de nos nombreux téléspectateurs d'un peu partout dans le monde. Et quand on parle de ce plateau Siké Doumbé, je crois qu'on va le découvrir. Tout à fait, on va le découvrir et on va peut-être commencer par vous, Président Matomba. Vous êtes avec nous ce soir. D'ailleurs, l'occasion nous est prêtée. Vous êtes le promoteur de For You Media. Vous aurez tout à l'heure l'occasion certainement de dire un mot sur l'avenue, l'arrivée de For You ici à Bangui. Déjà, bonsoir. Bonsoir Madame Siké, bonsoir Monsieur Ladan, bonsoir aux nombreux Africains qui nous suivent de par le monde, bonsoir à la Centrafrique. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous, en tout cas sur ce magnifique plateau et bien sûr juste en face de vous. J'ai coutume de l'appeler le panafricaniste par essence et par excellence, compte tenu de son appartenance politique mais aussi de son engagement sur le sentier du panafricanisme. Ce n'est autre que Patient Parfendom qui a fait le déplacement de Bangui dans le cadre de cette grande émission qu'on découvrira d'ailleurs tout à l'heure. Patient Parfendom, bonsoir. Bonsoir le maestro Mohamed Bachiladan. Bonsoir la grande princesse Manuela Siké Doumbé qu'on ne présente plus, la princesse de l'Afrique et du panafricanisme. Bonsoir au président Matomba. Je me réserve le droit de ne pas, n'est-ce pas, violer, n'est-ce pas, un code qui est le vôtre depuis un certain temps, depuis plus d'une décennie, que nous sommes sur ce combat panafricain, à savoir présenter le reste des membres de notre plateau. Très heureux d'être en Centrafrique, le pays de la résistance, le pays de la dignité, le pays de l'espoir. Cette terre qui a connu, n'est-ce pas, ceux qui ont en fait structuré ce qu'on appelle la résistance africaine à l'oppression et à la domination étrangère. Je pense évidemment au grand Karinou qui a inspiré les plus grands, de Ho Chi Minh en passant par Robert Mugabe, mais je pense aussi évidemment au président Barthélemy Bonganda, au grand Abel Ngumba, mais aussi aux gens dont on ne parle pas beaucoup, mais qui ont structuré aujourd'hui et qui ont permis à ce que cette France libre qu'on nous chante tant puisse prendre corps. Je pense à ces milliers de jeunes centrafricains qui ont participé à la création de cette France libre, qui ont pu débarrasser la France et toute l'Europe de la peste brune qu'était le nazisme. Une pensée aujourd'hui à tout ce corps, n'est-ce pas, qui a fait les batailles de Birakem, de Koufra, battu de renard du désert Rommel,
par leur engagement, par leur détermination, ils ont montré le chemin. Et quand on a eu, n'est-ce pas, de grands résistants comme ceux que je viens de citer, et pour toute cette jeunesse-là, je pense au grand sergent Koudougou, qui a été à la hauteur de ce que sont la détermination de l'Afrique pour rétablir, n'est-ce pas, un nouvel humanisme à la face du monde. Quand on a eu, n'est-ce pas, tous ces grands dirigeants et leaders comme ceux que je viens de citer, on ne peut plus libre, je veux dire, parce que le chemin a été tout tracé, et ça me permet aujourd'hui de dire un bonsoir particulier à son Excellence, le président Faustin Archange Touadéra, qui aujourd'hui fait la fierté et la dignité des Africains et de l'homme noir tout court, parce que de là où personne n'aurait pu penser à un seul instant que quelque chose aurait pu se produire. Je fais référence à la Bible, on dit qu'est-ce qui peut de bon peut surgir de Bethléem? C'est dans cette Centrafrique meurtrie, dominée, piétinée, insultée, qu'est né cet homme qui a redonné espoir à notre continent et à ce peuple. Merci pour cette invitation, Mohamed Bachiladan. J'espère qu'avec tous les autres frères centrafricains, on aura toute une semaine pour essayer d'épiloguer sur toutes ces questions, mais surtout remettre l'homme africain au centre des enjeux, n'est-ce pas, de ce millénaire. Merci à vous, Passion Parfendom, d'être avec nous ce soir. Et on va poursuivre la présentation de notre panel. C'est bien sûr le président Mbandakani qui est avec nous, très engagé dans le combat panafricain. Plus besoin certainement de le présenter. Je pense que tous les Africains amoureux du panafricanisme vous connaissent. Merci à vous, président, de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous. Je vous salue. Je ne dois pas répéter ce qu'a dit mon illustre prédécesseur, c'est parfaitement. Quant à ce que vous représentez, vous êtes des figures majeures au plan médiatico-journalistique de ce combat. Et il faut rappeler que les figures que vous représentez sont aussi vous avez opéré une rupture dans l'idée que nous nous sommes tous faits de la communication médiatique. Tout à fait. C'est ça ce qu'on a fait. Comment ne pas servir le président Matoba. Donc il faut, dans le sens de l'initiative, et surtout la corrélation entre l'initiative et le panafricanisme et à saluer. Je vous laisse représenter l'autre qui est là, tout aussi illustre. À la suite de Parfendom qui vient de le dire, on a pensé, quand on convoque la grande geste africaine de résistance qui est multimillénaire et qui a connu des moments extraordinaires, on peut s'arrêter sur Haïti, la révolution haïtienne. Mais il a cité un nom tout à l'heure qui me laisse pas indifférent, Karinou. Karinou. Il faut rappeler que dans cette guerre dont il a porté toutes les espérances au niveau le plus élevé pour défendre le peuple africain, le peuple noir, il faut positionner son combat dans toute son universalité. Karinou, c'était le combat du peuple noir. Il a inspiré en plus tout ce que tu as cité, il a inspiré Marcus Garvey, qui ont repris ses thèses. On voit la dimension panafricaniste du combat de M. Karinou. Il faut rappeler que durant cette guerre 1928-1931, près de la moitié de la population centrafricaine a été massacrée par la France. Il faut rappeler ça, c'est quelque chose d'extrêmement fondateur et de fort. J'ai une pensée pour tous ces moments-là, parce que c'est un moment majeur dans la compréhension et la construction des repères qui permettent de mieux analyser le drame du peuple centrafricain, mais aussi la vocation de ce peuple-là. Et voir comment le président Faustin Touadéra aujourd'hui est au carrefour, est aujourd'hui au cœur de l'incarnation de cette vocation de la Centrafrique qui ne peut être aussi qu'une vocation panafricaniste. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes très heureux de nous retrouver ici, dans ce moment extrêmement important, ce virage extrêmement important que la Centrafrique négocie. Notre espérance panafricaniste est que tous les fils de ce pays se réconcilient avec la vocation de leur pays et se mettent à la hauteur des enjeux.
nous sommes venus donner notre petite contribution, n'est-ce pas, ce soir, à la faveur de ce plateau panafricaniste, qui est une coproduction For You et la télévision nationale centrafricaine. Ce ne sont pas des mots de panafricanisme, c'est aussi dans les espaces comme ceci des synergies entre des médias nationaux et médias privés, mais qui ont tous, à cœur de construire le panafricanisme, que nous posons les jalons sur cette lampe maîtresse, n'est-ce pas, de ce renouveau panafricaniste que le président Touadéra, n'est-ce pas, incarne d'une manière particulière, et peut-être grâce à Dieu, on aura le temps dans les prochaines éditions de bien spécifier le caractère extrêmement novateur de la démarche du président Touadéra. Merci à vous, Président Bandakani. Je rappelle pour ceux qui le découvrent pour la première fois qu'il est homme politique, président d'un parti politique au Cameroun, le NMP, Nouveau Mouvement Populaire. Le quatrième invité sur ce plateau et pas des moindres, il est économiste, mais il est finalement géoéconomiste. Et on le dit parce qu'il nous a permis de comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie, puisque c'est le débat de l'heure. On y reviendra dans les prochaines éditions. Mais avant, permettez-nous de vous faire découvrir Dr Yamb Timba, qui est avec nous sur ce plateau. Dr Yamb, bonsoir. Bonsoir Mohamed Bachir Ladan, bonsoir Madame Siké. Bonsoir. Écoutez, c'est moi qui vous salue, parce que vivre de tels moments est tout simplement historique. Je ne sais pas si sur ce continent, on a vu deux chaînes de télévision de deux pays différents coproduire une émission de télévision. Et cela montre tout simplement ce que nous avons à faire, à savoir créer des ponts, relier les uns et les autres dans nos pays, à travers le continent, pour construire le monde de demain que nous souhaitons tous, afin que tous nos peuples puissent accéder à la richesse matérielle, intellectuelle, morale. Et c'est un vœu qui doit être porté par chacun à chaque instant. Donc, je vous remercie de m'avoir invité une fois de plus sur un de vos plateaux. Merci à vous. Merci à vous, Dr Yamb Timba. Eh bien, je pense qu'on va commencer par donner la parole à nos invités. Président Matomba, c'est bien sûr avec vous qu'on va commencer. On retrouvera également sur ce plateau dans les minutes qui suivent. Ah, oui. On a un autre invité qui va prendre place. Il s'agit de notre cher doyen, Dimbélé Nakoué, le coordonnateur national du mouvement BOCO. J'espère avoir bien prononcé. Les amis centrafricains me pardonneront l'accent, mais c'est ce que j'ai pu lire dans BOCO. Alors il faut bien rappeler que c'est quelqu'un qui a une très grande connaissance dans le domaine des médias. Exactement. Et raison pour laquelle je l'ai appelé doyen. C'était un respect. Tout à fait. Alors, Président Matomba, déjà peut-être avec vous, les raisons justement de cette présence de For You Média, à télévision, du moins le média panafricain, ici à Bangui. Je pense que la réponse se trouve dans votre question. Quand vous parlez de médias panafricains, vous avez tout de suite la réponse à votre question. Il faut savoir que d'une façon ou d'une autre, aujourd'hui, l'histoire de l'Afrique est en train de se réécrire. L'Afrique a subi depuis plusieurs années et on peut constater très rapidement que la plupart des médias qui émettent sur le continent africain sont des médias qui font beaucoup plus dans le divertissement, qui font beaucoup plus dans ce que nous appelons généralement la distraction, et qui, n'est-ce pas, entretiennent les Africains dans cela, mais limitent les Africains dans ce qu'on pourrait appeler la pensée et la recherche. Et aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, la Centrafrique s'inscrit dans une véritable ligne de réécriture, non pas seulement de l'histoire de la Centrafrique, mais de l'histoire de l'Afrique. Vous voyez, la Centrafrique, c'est le Mali, c'est plusieurs autres pays qui sont en train de suivre, n'est-ce pas, ce chemin. Et nous, en tant que médias panafricains, nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous avons donc sollicité auprès de la Direction générale de la télévision nationale centrafricaine un partenariat pour que nous puissions, n'est-ce pas, écouter, faire parler les acteurs. Parce qu'il y a aussi ça qui existe dans nos différentes sociétés, c'est que généralement les médias ne donnent pas la parole à tous les acteurs. Les médias choisissent les acteurs qui doivent parler et
généralement, on est face à une véritable manipulation, n'est-ce pas, des consciences dirigées juste par un camp. Donc, il était question pour nous, non seulement de faire partie de cette histoire qu'on réécrit aussi en Centrafrique, mais d'être en Centrafrique et donner la parole à tous les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition, du pouvoir, qu'ils soient de la société civile, les femmes, les jeunes et bien d'autres, que nous puissions donc d'une façon aussi participer à cet élan, cet nouvel élan, si vous voulez, que l'Afrique est en train de prendre et dont nous devons être des témoins privilégiés. Parce que, voyez-vous, en longueur de journée, lorsque vous suivez ce qui nous est donné de coutume dans la plupart des médias, c'est tout sauf ce qui construit l'Afrique. C'est tout sauf ce qui permet aux uns aux autres de débattre sur des sujets importants. La présence donc de For You télévision en Centrafrique, évidemment en partenariat avec la télévision nationale, c'est pour donner la parole et participer, n'est-ce pas, à la réécriture de l'histoire, non pas seulement de la Centrafrique, mais de l'Afrique en général, parce qu'un tournant décisif est pris, il faut être au cœur de ce tournant. Alors pourquoi avoir choisi justement ce moment où il y a quand même des petites tensions, je reste bien mesuré, des tensions verbales entre les différentes factions, les différents camps, en ce qui concerne les questions liées à la souveraineté de l'État? Écoutez, en matière de médias et de déploiement, on ne choisit pas le moment pour rendre l'information, pour donner l'information. On donne l'information. Et on donne la parole à tous ceux-là qui peuvent s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, il y a des batailles qui se mènent dans des tribunes, dans des instances juridiques. Il y a des batailles qui se mènent dans des médias, il y a des batailles qui se mènent sur la place publique. Donc il est question aujourd'hui de donner la parole à tous ceux-là qui ont à dire. Parce que, tenez-vous tranquille, l'action que vous êtes en train de mener aujourd'hui en Centrafrique, c'est une action certainement qui s'inscrira dans l'histoire. Vous l'avez, un de vos panélistes l'a dit ici, c'est inédit qu'une télévision étrangère et une télévision nationale, n'est-ce pas, se mettent en partenariat pour pouvoir donner la parole aux acteurs. Et vous pouvez vous rendrez compte certainement à la fin que vous participez là à une véritable réécriture de l'histoire de la Centrafrique. Président Matomba, permettez qu'on prenne en recueil un peu l'avis de nos panélistes. Pourquoi ne pas commencer par vous, Président Bandakani? Président Bandakani, justement sur la présence d'un média panafricain ici en RCA, ma question à vous serait, mais pourquoi la Centrafrique? Pourquoi For You choisit la Centrafrique? Comme le nom de ce pays l'indique, la Centrafrique, au centre de l'Afrique. C'est vrai que désormais c'est le Centrafrique. Le Centrafrique, oui, par exemple. Au cœur de l'Afrique. Tout à l'heure j'ai convoqué ici la vocation de ce pays. Il faut bien capter la résonance de son histoire. Il s'est constitué aussi comme un réceptacle de tous les Africains qui fuyaient, n'est-ce pas, la décimation coloniale, esclavagiste, néocoloniale, qui se sont retrouvés ici, dans ce pays. C'est l'histoire de la Centrafrique, c'est sa vocation. C'est sa vocation. La Centrafrique est le Centrafrique, j'ai de la peine à m'en Le Centrafrique est aujourd'hui au cœur d'une révolution au niveau de l'Afrique qui est particulière. La démarche de la Centrafrique par son président, à travers la question monétaire, mais qui est au cœur des panafricanistes, ne peut pas nous laisser indifférents. Il y a une chose à dire, les panafricanistes ont posé ce problème au niveau tribunicien. Nous avons cassé la baraque, permettez-moi l'expression, en mettant dans la conscience de tous les Africains qu'ils étaient victimes du nazisme monétaire de la France. Et même agissant pour le compte du collectif qu'on appelle l'Occident. Mais chaque pays africain reçoit le message à sa manière, en fonction de sa spécificité, de son histoire, de ses capacités, tout ce qu'on veut. Ses intérêts. Mais la Centrafrique a ceci de particulier que son président, il a bien capté l'affaire, en innovant, en étant au cœur d'une innovation, c'est-à-dire au cœur d'une démarche d'innovation qui est en train d'inaugurer le nouveau monde. Il s'est placé là-dessus pour ouvrir des perspectives extrêmement importantes au niveau monétaire. Mais ça, c'est le panafricanisme. Mais comme un média
qui est panafricaniste, de par sa démarche, peut, n'est-ce pas, peut ne pas prendre en charge une telle dynamique et lui donner toute la portée médiatique nécessaire. Je comprends très bien, c'est le contexte qui me reste plus d'ailleurs, je comprends très bien que, n'est-ce pas, For You, qui se positionne clairement comme un média panafricaniste, se trouve en Centrafrique à l'heure actuelle, c'est le contexte qui aurait surpris. Si For You n'était pas ici, mais ce serait un peu comme si, n'est-ce pas, il était en retard, n'est-ce pas, sur sa vocation. Mais For You se trouve ici parce que c'est là où il doit se trouver. Il doit se trouver parce qu'on est ici, on est ici devant un des pôles qui concrétise le combat panafricaniste depuis 10 ans. Vous avez le pôle malien, vous avez divers pôles sur le continent, mais le pôle centrafricain, il est particulier parce qu'il prend en charge la fameuse question monétaire clairement. C'est-à-dire l'État centrafricain prend cette question en charge et dit j'innove, je règle ça, j'ouvre une perspective et c'est au cœur de la refondation de l'État centrafricain. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort et on ne peut qu'être heureux qu'un média frais, un média frais dont la fraîcheur médiatique est sa marque distinctive à cette étape de l'évolution panafricaniste soit au cœur de cet événement. Merci à vous, Président Badakani. Justement, cette question monétaire, on aura l'occasion d'y revenir tout au long de cette semaine. Alors, je poursuis peut-être avec vous, toujours dans la même lancée, Dr Yamtimba. Vous avez accepté justement d'accompagner le média For You, justement dans cette aventure. Pourquoi vous êtes aujourd'hui à Bangui? Quelles sont du moins les motivations? Pourquoi accompagner justement ce projet? Alors, quand vous avez un État, il repose sur 3 piliers de souveraineté. L'armée, la justice ou la défense, la justice et la monnaie. Je crois que depuis un certain temps, nous observons la Centrafrique, et nous avons constaté que ce pays s'est restructuré et a réorganisé une armée. Alors, ensuite, il y a la justice qui est très active. Donc il y a également des choses qui se font là-dedans. Nous avons des questions d'activité, l'activité au niveau des différents cours, mais également au niveau d'un certain nombre de projets constitutionnels. Et il y a le 3e élément qui finalement va irriguer et permettre le fonctionnement des 2 premiers, qui s'appelle la monnaie. Il y a quelque chose qui se passe ici en Centrafrique qui est une innovation mondiale. Lorsque le décret du 22 avril a été, la loi du 22 avril la loi a été promulguée le 22 avril sur la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, oui. Eh bien, ce que nous avons cru entendre, c'est que la Centrafrique était le 2e pays après le Salvador à adopter le Bitcoin. Tout à fait. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que ce n'est pas le même objectif, ce n'est pas réellement les mêmes buts. Les mêmes motivations. Ni les mêmes motivations, ni les mêmes contenus, ni les mêmes objectifs, ni la même démarche. Je conteste aussi. Le Centrafrique est dans une démarche de souveraineté. Ce n'est pas nécessairement le cas de notre côté. C'est une démarche de souveraineté. Voilà pourquoi ce pays en arrive au Sango Coin, qui est la monnaie nationale, monnaie numérique nationale. Et ce sont ces éléments-là qui piquent forcément ma curiosité et qui m'amènent à suivre cette initiative et à me dire il faut y être, parce que là où l'histoire se fait quand vous êtes en vie, ne ratez pas l'opportunité de le vivre. Donc là nous sommes en train de faire l'histoire, et sans compter qu'il faudrait ajouter à cette histoire qui se fait une première. Nous ne sommes pas ici dans la rue, nous sommes dans les locaux de la télévision nationale. Tout à fait. C'est-à-dire que nous sommes dans un État, dans un pays où on vous accueille et où on vous installe, où on vous dit
On vous donne la possibilité de contribuer à votre manière à faire vivre le pays. C'est quelque chose d'extrêmement important. Ça montre l'hospitalité et la générosité traditionnelle et historique des peuples qui habitent ce pays, mais ça montre également leur disposition à accueillir tout ce qui vient enrichir finalement le mouvement historique ici. Ouais. Donc je pense qu'il serait bien de dire à tous ceux qui ne sont pas encore là, this is the place to be. Voici, c'est ici qu'il faut être. Et nulle part ailleurs. Et nulle part ailleurs. Et contribuer à écrire l'histoire, parce que nous avons quand même une chance extraordinaire. Ça, c'est vraiment pas du tout, et il le comprendra fort bien, pas du tout le caresser dans le sens du poil, mais le président de ce pays est une valeur intellectuelle sûre pour le continent. Et lorsqu'il s'est lancé dans cette aventure, dans ce projet de Bitcoin et la loi et tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un serait venu le convaincre ou pas. Ça fait 36 ans qu'il enseigne ça. 36 ans qu'il enseigne ça. Je crois que la plupart autour de ce plateau n'étaient pas encore nés. Alors, ça fait 36 ans qu'il enseigne ça. Ça fait 36 ans qu'il enseigne ça. Et donc, en réalité, pour certains comme nous qui pensent que, et qui ont même écrit des choses sur le franc CFA et qui pensent que nous devons rapidement sortir du franc CFA qui aspire toute la valeur ajoutée que produit les pays dans lesquels il est utilisé, eh bien, nous sommes venus apprendre, nous sommes venus écouter et nous sommes venus dire notre disposition à contribuer et à nous assurer que par cette initiative, nous allons restaurer l'Afrique. De l'Afrique centrale, mais également toute l'Afrique où on utilise le franc CFA, et de proche en proche, tout le reste du continent et tous ces pays dans lesquels se retrouvent tous nos frères, comme Haïti, etc., et leur permettre de retrouver leur souveraineté afin que le leadership du monde qui se fonde sur la science dont nous sommes les premiers grands détenteurs, eh bien, se reconstruise et que le monde devienne meilleur. Le monde deviendra certainement meilleur, docteur Yam Timba. Vous avez convoqué cette Centrafrique qui aujourd'hui a... Tous les Africains regardent cette Centrafrique. Vous avez parlé d'une certaine unité, peut-être sans évoquer le mot. C'est le moment pour nous de rappeler à tous ceux qui nous suivent sur Foyou que nos prochaines éditions seront possiblement des multiplex, puisque nous avons des représentations un peu partout dans les capitales africaines. Et donc vous verrez plusieurs panélistes intervenir d'un peu partout pour parler de la question centrafricaine, puisque c'est la question de l'heure. Patient parfait donc. La RCA est l'un des pays dans la sous-région qui a cette richesse sur le plan médiatique. Je veux dire, il y a des médias d'État, il y a des médias privés, chacun y va de sa plume, mais quel sera l'apport de Foyou dans ce paysage médiatique? Il sera un apport, j'allais dire déterminant, déterminant à plus d'un titre. Oui. Premièrement, comme mes prédécesseurs l'ont rappelé tout à l'heure, nous sommes là face à quelque chose d'inédit. Une télévision nationale qui prend sur lui de coopérer et d'être dans une espèce de joint venture médiatique avec une télévision privée, mais qui aujourd'hui, dans l'espace médiatique africain, est au cœur de la question panafricaine. À partir de ce moment-là, on peut valablement penser qu'au-delà de ce que représente ce pays, il y a une espèce de volonté nouvelle, il y a un souffle nouveau qui a été insufflé dans ce pays, au sein de ce peuple, qui en réalité fait de la question de l'assemblement, la question de la réflexion, la question de la reprise en main de cette conscience historique qui a été longtemps galvaudée, qui a été longtemps brimée au sein de la conscience collective des Africains, pour pouvoir permettre justement qu'on puisse déclencher des processus qui vont créer de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives pour notre continent, mais surtout de nouveaux espoirs. Vous savez, il y a un homme politique qui reprenait en réalité une rengaine ancienne, qui consistait à dire l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Alors, nous découvrons avec un certain nombre de dispositions, mais surtout d'éléments fondateurs de ce renouveau, n'est-ce pas, de la Renaissance panafricaine,
que si en Centrafrique, on avait dénié à l'homme toute valeur humaine, au point de tenter de le ravaler au rang de la bête, et si dans cet espace où on a tenté de déstructurer tout un État, et si au sein de cet espace qui a, comme l'a dit tout à l'heure mon ami Mbandakani, était le réceptacle de tous les peuples africains qui étaient dans des situations de brimade, de violence, et qui trouvaient dans cet espace le refuge, la grosse sacrée, où ils pouvaient venir se ressourcer, être complètement en sécurité. C'est dans cet espace-là que renaît enfin l'espoir africain. Et cet espoir-là, il est visible, il est partagé, mais il est visible, il est en action et il en marche. Un espoir, tout à l'heure, Diam le disait, de la refondation d'une armée qui était presque complètement en déliquescence. La reconstruction d'une administration, d'un État qui était un État presque voué à la disparition. Mais surtout de la reconstruction, de la refondation d'un esprit de résistance, d'un esprit de reconstruction de l'humanisme, n'est-ce pas, tout court, de l'homme, parce qu'au-delà de l'homme noir, au-delà de l'Afrique, ce que la Centrafrique, à partir d'un certain nombre de données qu'on aura le temps d'évoquer tout à l'heure, on a parlé de la question des Sangocoin, etc. Donc, la question d'une économie quantique, de quoi il s'agit? Il s'agit de reconstruire un nouvel humanisme qui mettrait effectivement l'homme au cœur de la préoccupation de toutes les cités, mais surtout va redonner un nouveau visage, non seulement à la Centrafrique, mais à l'homme noir tout court. Le gros problème du monde, parce que l'homme noir, le visage qu'il renvoie aux autres communautés de ce monde, c'est le visage de la misère, c'est le visage de l'esclavage. Aujourd'hui, le tocsin est sonné ici en Centrafrique pour reconfigurer ce nouveau visage de l'homme noir et lui redonner son lustre d'antan qui, en réalité, ce n'était pas passé par cet incident et de l'esclavage. 5 siècles, quand même, il faut le rappeler. Vous n'êtes pas de 4 siècles, moi je dis 5 siècles. Faisons un débat dessus. 1 siècle de colonisation. Et pratiquement depuis 1 siècle dans un néocolonialisme rampant qui, pour les pays qui sont, disant, dits en pensant dans ce qu'ils appellent le précaré français, continue d'avoir cette monnaie nazie qu'on appelle le franc CFA et qui ne permet pas justement aux ambitions nobles de ce peuple de se réaliser et de permettre justement à l'ensemble de l'humanité de redécouvrir le véritable humanisme qui ne leur aurait jamais quitté, sinon on n'avait pas eu ces incidents de l'histoire. Et c'est ça le projet de la Centrafrique, c'est ça la détermination de ce peuple qui est en train de démontrer à la face du monde que quand un joyau, quand un baobab, quand la structuration de toute la cosmogonie de tout un peuple est née quelque part, ça peut prendre du temps. Vous pouvez tenter de l'envelopper de votre grande toile noire, mais il viendra le moment où même la graine va finir par repousser et redonner l'espoir à tout un continent. Et c'est ça aujourd'hui la Centrafrique que nous voyons. Et c'est pour cela que nous venons, comme l'a dit évidemment Yann, apporter notre petite pierre à la contribution pour dire au monde tout court et à l'Afrique surtout, c'est l'endroit où il faut être. C'est ici qu'il faut apporter cette contribution fondamentale pour le renouveau, pour la refondation de cette dignité africaine qu'est le panafricanisme. Merci à vous, Passion Parfum d'Homme. Oui, Président Mbandakani, vous ajoutez quelque chose? Oui, allez-y. Allez-y. Il va clôturer cette partie. Non, tout à l'heure quand j'ai écouté Yam, j'ai écouté Parfait. Et j'ai pensé encore à Karim. Vous savez, quand je suis arrivé dans ce pays il y a quelques jours, je suis passé à l'aéroport. Je ne vais pas manquer de le dire. J'ai été choqué, j'ai eu un choc. Pourquoi? C'est un choc de désolation. C'est inadmissible ça. On ne peut pas accepter ça. Que le pays le plus riche du monde, de Centrafrique, ait été appauvri à cette dimension. A été appauvri à cette dimension. Vous savez, dans tous les pays au monde, l'aéroport, quand vous allez vers l'aéroport, c'est la vitrine d'un pays. À partir de l'aéroport, avec votre regard, vous avez un regard aiguisé, vous avez le résumé de la situation du pays. Tout à fait. C'est choquant, et je me dis même, c'est révoltant.
c'est un construit historique. On a grandi de la Centrafrique pauvre. On l'a maltraité. On a nié son humanité. On a confisqué ses richesses. Et on a programmé ces populations à la mort. Est-ce qu'on peut accepter, Emmanuel Asiki, que quand on arrive, quand vous sortez de l'aéroport, quand vous arrivez, il y a des avions de l'ONU partout. Bon sang, qu'est-ce que fait l'ONU ici en Centrafrique? Que fait l'ONU en Centrafrique? Vous circulez dans la ville, ONU partout. Ils ont tout. Vous avez la photographie du problème de ce pays. Tout à l'heure, il y a soulevé la question de la souveraineté. Mais l'enjeu de la souveraineté, il est là. Il est là. Quand on voit l'histoire de ce pays, quand on pense à Karinou, comment on peut expliquer qu'au XXIe siècle, l'ONU a occupé le Centrafrique. Le Centrafrique est un territoire occupé par l'ONU. Vous appelez ça quoi? C'est MINUSCA, c'est MINUSMA. Le Centrafrique est sous occupation onusienne. Ils ont installé la pauvreté partout. Mais dans ça, ils prospèrent. Mais comment les Centrafricains peuvent être pauvres? Et l'ONU, son démembrement ici, la France et tous ces gens-là, les colonisateurs, ces gens-là, prospèrent. Mais c'est la question de la souveraineté. Et c'est la question de la révolution que le président est en train d'imprimer. Tout à l'heure, Yam qui connaît très bien ces questions-là, nous faisons la différence entre la démarche salvadorienne et tout à fait, centrafricaine. Si je l'ai bien compris, en fait, c'est la Centrafrique qui est en train de quitter cette affaire au niveau mondial. Oui, tout à fait. Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. C'est-à-dire que qui quitte cette affaire au niveau mondial. Alors quand on voit la situation de la population centrafricaine, quand on voit l'histoire de ce pays, on a convoqué Karinou et toute la généalogie historique de la Centrafrique au niveau de la résistance, jusqu'à Bateni Bokanda, jusqu'au président actuellement. Quand on convoque tout ça, Manuel Asiki, on comprend ce qui se passe. On comprend les enjeux. Tout à l'heure, on parlera peut-être dans le domaine de la Constitution. Tout à fait, oui. Ces enjeux-là. Ouais. On voit ce qui préside à toute cette dynamique-là. On voit que derrière les enjeux de l'étude de la Constitution, derrière l'économie quantique que le président est en train d'expérimenter ici, en la prenant par comment on dit ça, par la partie numérique, mais en fait c'est l'approche, mais c'est tout l'enjeu du continent qui est au cœur de la démarche du président. Mais quand on voit tout ça, on voit très bien que ce soit la Constitution, que ce soit la question monétaire, que ce soit la question des partenariats, que ce soit au niveau global, au niveau même interne, au niveau africain, au niveau sous-régional, c'est l'invention d'un pays qui est en jeu. C'est la récréation d'un pays qui est en jeu sur la nouvelle base. Merci Président Mandakani. Tout à l'heure, j'ai parlé de la fraîcheur de notre média. Oui. Sa fraîcheur, c'est en cela qu'il est frais, ce média. C'est en cela qu'il est frais. Et vous savez, sa présence ici est fraîche. Merci. Merci Président Mandakani. Alors Président Matomba, un dernier mot avant peut-être d'accueillir sur ce plateau le 5e et dernier invité chez ici. Vous savez, je ne vais pas revenir sur ce que mes prédécesseurs ont dit. Mais Karinou, quand vous convoquez l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'il fait partie des premières personnes à inspirer les autres Africains pour la libération de l'Afrique. Et si vous partez dans le Karinou, au Kandé, vous atterrissez aujourd'hui ce qui se fait avec le président Touadéra, vous allez vous rendre compte que la Centrafrique s'inscrit toujours parmi les leaders. Et là encore, nous sommes face à un nouveau leadership. Vous comprenez donc la raison de la présence de For You Media en Centrafrique. Mais nous avons quelque chose de coutume et de naturel chez nous les Africains, c'est la parabole sur l'arbre. On pense toujours que quand on a généralement nos problèmes, on se retrouve autour du feu de bois au village et puis on discute entre nous. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est être sous cette palabre, ouvrir, dire aux uns aux autres, vous avez certes des choses à dire. Vous avez d'une façon ou d'une autre votre contribution à apporter dans la construction du pays.
il est peut-être hier, vous n'aviez pas la parole. Peut-être vous n'aviez pas l'occasion de vous exprimer. Il est temps de vous exprimer. Il est temps de prendre la parole. Il est temps d'exprimer votre pensée. Parce que quel que soit ce que vous dites, qu'il va dans le même sens que les uns ou dans le même sens que les autres, il contribue toujours à la construction. Donc il est important de le dire et de le répéter. Je crois que durant votre présence, ou alors notre présence en République centrafricaine, nous aurons l'occasion, n'est-ce pas, d'échanger avec toutes les couches sociales du pays, y compris le chef de l'État. Parce qu'il faudra aussi que M. Ladan et Mme Siké, que comme j'ai pu voir le programme qui est établi, les partis de l'opposition, les partis au pouvoir, la société civile, il faudra aussi que si l'agenda du chef de l'État permet, qu'ils viennent dire un mot ou débattre avec ses concitoyens, n'est-ce pas, sur votre plateau. Je crois que nous devons tuer ce complexe selon lequel, quand des médias des autres pays que je ne vais pas citer ici, je pense que Bandakani le fait déjà assez bien, viennent, nos compatriotes ou nos frères africains courent vers cela pour aller parler. Parce qu'en fait, il faut absolument qu'ils soient vus par les Blancs. Aujourd'hui, nous disons que nous avons ces voix et ces moyens pour donner la parole et être entendus. Si je prends l'exemple de For You Media aujourd'hui, qui est un média qui a plus de 9 stations en Afrique et qui est écouté et vu partout dans le monde, vous comprenez qu'il y a une raison de dire je vais m'exprimer sur ce média. Donc je voudrais chuter par là en disant, en vous souhaitant bonne émission pour la suite. Merci. Je connais votre pertinence et je sais que nous sortirons tous grandis, n'est-ce pas, de ce qui se passera ici en Centrafrique et dans le reste du monde. Merci, Président Matomba. Eh bien, vous avez parlé de tous ces Africains qui nous suivent d'un peu partout dans le monde. Ils sont nombreux à nous suivre, non seulement sur les antennes de For You Media, mais aussi sur la télévision nationale centrafricaine. Je vais en profiter pour rendre hommage à la radio centrafricaine, la radio nationale qui nous diffuse en ce moment même pour toucher toutes les couches. Il faut dire que la radio couvre toute l'étendue du territoire. Et pour ceux qui sont à Bangui, ils nous suivent sur la 106.9. Il y a d'autres fréquences pour les autres villes. Et rappelez également que beaucoup de ceux qui suivent la radio du côté, bien sûr, du siège social de For You nous suivent sur la 96.3, sans oublier toutes les autres plateformes, qu'elles soient numériques, Facebook, YouTube, ou encore l'application de For You Télévision que vous pouvez trouver sur Play Store. En tout cas, tout ce que vous faites nous honore. Siké, je crois qu'on va prendre une transition. Oui, certainement la transition pour accueillir notre 5e invité. Voilà donc sur ce plateau pour poursuivre notre débat et on accueille bien sûr notre 5e invité comme on l'a annoncé tout à l'heure, c'est bien sûr Monsieur Dembélé Nakoé Mathurin. Vous avez plusieurs casquettes, mais ce soir ici on vous reçoit en tant que coordonnateur de la plateforme Bioko. J'espère également que j'ai bien prononcé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous, monsieur. Cœur uni, un seul cœur. Cœur uni. Ah d'accord. Ça me rappelle un mouvement politique aussi. Oui. Non, non, Cœur le uni. Cœur uni, le mouvement des Cœurs unis, c'est le parti au pouvoir. Oui. Ok. Et Bioko, c'est
plusieurs partis politiques, une cinquantaine, qui se sont unis par un accord avec le mouvement Cœurs Unis et entre eux aussi pour soutenir d'abord la candidature du président Faustin Archange Touadéra, qui a été brillamment élu, et également pour soutenir les actions du président et du gouvernement après les élections. Voilà donc une précision en tout cas qui en valait la peine pour ne pas prêter à la confusion. Alors on vous accueille sur ce plateau au nom de ce qui s'est passé aujourd'hui. Nos caméras étaient sur place en collaboration avec bien sûr la télévision nationale centrafricaine pour voir ces images de manifestations. Alors des manifestations, ça ne s'arrête pas finalement en RCA. Bon, écoutez, nous avons fait, ce meeting a été organisé en réponse à celui organisé par l'opposition au même endroit. Et comme par hasard, Dieu a été impartial parce que le jour du meeting de l'opposition, il a plu. Ce jour également, il a plu. Et le jour de l'organisation de notre meeting, il a encore plu. Et Dieu a voulu montrer au monde, à vous et au monde, l'engouement du peuple centrafricain à soutenir les actions du gouvernement, les actions du président de la République. Parce que le jour de l'organisation du meeting de l'opposition, comme je vous disais, quand il a plu, il n'y avait personne. Même RFI, leur radio préférée, les médias préférés de l'opposition, RFI a reconnu qu'il n'y avait que 300 participants, 300 personnes qui étaient là pour écouter ce que le message diffusé par l'opposition. Mais cet après-midi, je pense que vous y avez été. Tout à fait. Et vous avez vu qu'on a dépassé le millier. On a dépassé le millier de personnes qui étaient là, qui ont bravé le peuple les intempéries, Voilà, le peuple centrafricain, une fois de plus, bravé les intempéries, comme il a bravé la guerre, les armes pendant les élections de 2020-2021. Donc vous voyez, c'est dire que le peuple est là, le peuple est pour, et ce que nous envisageons de faire dans ce pays. Le peuple est pour, justement, nous sommes allés sur le terrain, vous l'avez si bien rappelé, on a effectivement vu une grosse mobilisation. On aura l'occasion, bien sûr, à travers les antennes de la télévision nationale, mais aussi de Forio, de voir des images. Mais ce qu'on a également, justement, remarqué, c'est cette détermination à travers ces différentes manifestations. Qu'est-ce qui, vous l'avez dit, soutenir le chef de l'État, mais sur quoi vous reposez, vous appuyez justement pour soutenir l'actuel président? Merci beaucoup. C'est une question à la fois très intéressante et très pertinente. Vous savez, le président de la République a été, on va dire, chef de service. Il a été chef de département à l'université de Bangui. Ensuite, il a été recteur de l'université de Bangui. Et on lui faisait appel à l'époque chaque fois qu'il y avait problème. Le président Bozizé l'a nommé recteur parce qu'il y avait menace de grève à l'université de Bangui. Et quand il avait été nommé recteur, comme par hasard, cette menace a disparu. C'est qu'il il a cette possibilité, il a cette carrure de stopper, d'arrêter, par exemple, les grèves, les crises sociales. Toujours dans la même foulée, il y avait une menace de grève générale des fonctionnaires en République centrafricaine et le président Bozizé lui a fait appel pour devenir Premier ministre à l'époque. Et quand il a été nommé Premier ministre, il a commencé à payer régulièrement les salaires. Les salaires étaient payés régulièrement et à terme échu. Il a commencé à payer les arriérés de salaire, les arriérés de bourse, les arriérés de pension. Et ça, le peuple centrafricain n'a pas oublié. D'ailleurs, si vous lisez les livres d'un des grands opposants maintenant de Mboligumba, République centrafricaine et les récifs, il a dit que lors des élections de 2016, on n'attendait pas Touadéra au second tour. Personne ne pensait que Touadéra
allait arriver au second tour. Oui. Mais les gens se sont largement trompés parce que Touadéra était le candidat qui a laissé de bons souvenirs au peuple centrafricain. Touadéra payait régulièrement les salaires, Touadéra payait régulièrement les bourses, Touadéra payait régulièrement les pensions. Chez nous, c'est le baromètre de la politique. Vous savez, Patassé est parti, les gens se sont révoltés contre Patassé parce que les salaires n'étaient plus payés, parce que les bourses n'étaient pas payées, parce que les pensions n'étaient pas régulièrement payées. Et ceux qui avaient provoqué ces retards de paiement de salaire, c'est ceux qui aujourd'hui sont dans l'opposition. Par exemple, M. Ziguélé était Premier ministre de Patassé. On espère vraiment les avoir sur ces plateaux, puisque nous aimerions vraiment avoir tous ces grands opposants. Il faut bien dire qu'ils écrivent à leur manière l'histoire de la République centrafricaine, raison pour laquelle on aimerait bien les avoir sur les plateaux, les Ziguélé, les Dologuélé, etc. Et ben, alors revenons à cette manifestation. Pourquoi vous manifestez? Et pourquoi l'opposition avait-elle manifesté pour que vous veniez donner une réponse? Quel est le nœud du problème? Nous avions organisé ce meeting-là en réponse, comme je vous disais, à celui de l'opposition. Parce que pendant le meeting de l'opposition, ils ont distillé des contre-vérités. Quel est le message qui est passé, qui a suscité une contre-réaction? Ils ont dit que pendant l'époque de Touadéra, c'est-à-dire l'époque actuelle, le peuple souffre de faim, le pays va mal, et rien n'est fait. Rien de bon n'a été réalisé par le président Touadéra. Et que le président Touadéra n'a pas compétence pour écrire une nouvelle constitution. Et c'est à ces mensonges-là que nous sommes allés expliquer, nous avons expliqué au peuple. Moi j'ai parlé. J'ai dit que tout ça était de grossiers mensonges. Parce que quand Touadéra arrivait au pouvoir, par exemple, il n'y avait pas d'armée. Il n'y avait pas d'armée et aujourd'hui, nous pouvons être fiers parce que le 13 décembre, quand notre armée défile, nous sommes quand même fiers. Il y a eu des recrutements. Or, pendant des années, il n'y a plus eu de recrutement dans l'armée. Il y a eu des recrutements des jeunes. Et le recrutement, il se fait cette fois-ci de manière différente parce que c'est toute l'étendue du territoire national que le recrutement dans l'armée, dans la gendarmerie et dans la police est fait. Et Touadéra continue dans le paiement régulier et à terme échu des salaires. Il y a par exemple le fait que il a organisé un dialogue républicain réunissant toutes les couches sociopolitiques du pays qui a réussi. Les mêmes gens de l'opposition lui reprochent d'avoir discuté avec les groupes armés à Khartoum. Moi j'ai été à Khartoum également. Mais c'était une des voies pour asseoir aujourd'hui la paix, pour asseoir aujourd'hui la sécurité. On lui reproche, de l'opposition, on lui reproche d'avoir amené les Russes et les Rwandais. Mais je vous dis, sans les Russes et les Rwandais, aujourd'hui ce pays n'existerait plus que de nom. La Constitution lui donne la possibilité de collaborer avec tous les pays du monde. Alors, surtout ceux qui veulent nous aider. Sans chercher à vous couper, en tout cas, ce que vous avez dit, ce sont des faits, c'est vérifiable, ça c'est clair. Ce qui est reproché au président Touadéra, et c'est vous qui l'avez dit, l'opposition dit qu'il n'a pas compétence à réécrire la Constitution. Et vous, vous dites qu'il a compétence. Bien sûr. Comment vous expliquez cela? Jurisprudence. M. Patassé, président du MLPC, président de la République centrafricaine, quand il est arrivé en 1995, Patassé a écrit une constitution qui remplaçait celle de 1992. Et c'est la constitution de 1990-92 qui a, après la conférence de la Gaule, c'est cette constitution-là qui a rétabli le pluripartisme politique en République centrafricaine. Et ailleurs, sous d'autres cieux, des présidents ont mis en place des comités pour écrire le... En France, par exemple, le général de Gaulle a bien mis en place un comité pour écrire la Constitution d'octobre 1958. Et donc le président Touadéra a bel et bien compétence pour écrire la Constitution, pour mettre en place un comité chargé d'écrire une nouvelle Constitution. Et le président Touadéra a bel et bien compétence parce que, rappelons-nous,
Madame Darlan, présidente de la Cour constitutionnelle, le jour de l'investiture du président Touadéra, lui a dit, Monsieur le Président, si vous avez des problèmes, interrogez votre peuple et votre peuple vous répondra. Eh bien, le 6 août, le peuple a passé un grand message au président Touadéra. Le peuple a dit, ok, nos délégués, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, ont demandé la révision de la Constitution, mais nous, peuple, nous demandons l'écriture d'une nouvelle Constitution. Les gens prétendent que de l'argent a été donné au peuple pour organiser cette marche. Faux. Moi, j'ai été à Verbelati, mais il n'y a pas d'argent, je n'ai pas amené de l'argent. J'ai voyagé avec 200 000. Mais les gens ont spontanément marché. Parce que cette Constitution, sauf si on fait exprès, cette Constitution contient quand même de graves lacunes. Elle contient de graves lacunes. Vous voyez, je vous donne un exemple très simple. On ne va pas rentrer pleinement dans ce... On aura l'occasion d'y revenir. Dire que la Constitution contient des lacunes. L'article 60. D'accord. L'article 60 de la Constitution dit que avant tout contrat de ressources sur les ressources naturelles ou toute convention financière, il faut l'autorisation de l'Assemblée nationale. Et la Constitution ne prévoit pas la procédure à suivre. Puisque tout ce qui arrive à l'Assemblée nationale, la procédure elle est législative. La procédure législative signifierait que la demande arrive au bureau de l'Assemblée nationale qui prononce la recevabilité, envoie le dossier à une commission compétente qui étudie. La commission envoie en plénière pour le vote. Malheureusement, cet article 60 est resté muet. Alors, ça a donné lieu à plusieurs interprétations contradictoires. À l'époque, j'étais deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Lorsque nous étions en train de préparer la première demande qui était arrivée pour suivre la démarche législative, le président de l'Assemblée de l'époque, M. Mekassoua, a saisi la Cour constitutionnelle sans que nous le sachions. Et la Cour constitutionnelle a dit non, ce n'est pas une démarche législative, c'est plutôt une procédure administrative, donc ça s'arrête au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Et vous voyez, c'est grossier comme disposition. Voilà, je vous donne juste cet article-là. Merci. Merci à vous, Monsieur Dembélé. Je pense que, comme vous l'avez dit, Bachir, on aura bien sûr l'occasion de rentrer encore un peu plus dans le détail là-dessus sur cette question. Mais on va prendre aussi l'avis de nos invités, de nos panélistes, en ce qui concerne justement ces manifestations. Passion parfaite. Donc peut-être pour parler, on rappelle que ce n'est pas la première fois que les populations sortent justement pour manifester, soutenir ce projet. On est parti de modifications à réécriture d'ailleurs de la Constitution en RC. À votre avis justement sur cette mobilisation? D'abord, je tiens à dire à tous ceux qui nous écoutent, qui connaissent la franchise avec laquelle nous avons mené ce combat depuis plus d'une décennie. Tout à fait, oui. Au moins sur le plan médiatique, sur le niveau panafricain que nous appelons de tous nos voeux. Ils connaissent notre détermination, souvent, même entre nous, de ne pas être d'accord sur l'ensemble des sujets qui nous sont proposés. Et ils savent pertinemment que c'est devant notre cœur que nous parlons. Il n'est pas question pour nous, ici en Centrafrique, d'être le dateur vis-à-vis de qui que ce soit. C'est ça. Mais il faut constater les faits. Et il faut en parler. Que les Centrafricains le sachent. Il y a des Africains qui ont eu des cauchemars, des nuits noires, des attaques cardiaques à cause de la situation de la Centrafrique. Les images que la Centrafrique renvoyait, des enfants, des femmes, des vieillards qui se cachaient en brousse, qui se nourrissaient des feuilles d'arbres et du racine parce qu'il n'y avait pas de sécurité et de la paix relative au niveau de la Centrafrique. Le président Fossa Akaj Touadéra arrive, il prend des dispositions pour permettre à l'État de se régénérer, pour permettre à cette paix relative de pouvoir exister. Je dis, ce n'est pas le discours de l'audateur. On n'est pas dithyrambique sur la question. On constate les faits. Tout d'abord, l'école de la République, l'administration
aujourd'hui reprendre le service à des endroits où personne n'aurait pu imaginer. On ne met pas de Bébératie. Des images que tout le monde entier a vues. Je prends l'Afrique et le monde entier témoin. Mais qu'est-ce qu'on constate de la personnalité de cet Africain digne? Sa marque de fabrique, c'est le dialogue. C'est la main tendue. Il faut dire à nos dirigeants, il faut dire à nos élites qu'après tout, la première institution dans un pays, quand on nous parle beaucoup de démocratie, c'est quoi? C'est le peuple. Exactement. C'est le peuple qui est la première institution dans un pays. Donc quand nous sommes dans des points de divergence, de blocage, la raison voudrait qu'on convoque le peuple qui nous donne son avis. On ne peut pas comprendre qu'une question aussi banale que celle-là, les gens remettent en cause le fait qu'on puisse déclencher les mécanismes, en réalité, qui sont des mécanismes démocratiques dans toute démocratie qui se respectent. Je ne veux pas prendre l'exemple des pays occidentaux, mais vous savez que dans un pays comme la Suisse, il suffit que je lance une petite pétition et qu'elle arrive à un certain nombre de OK, on déclenche la procédure référendaire. Mais c'est une question essentielle comme celle-là, qui va de devenir et de la renaissance même de ce pays qui nous est cher. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, les gens commencent à, par le biais des arguties et des interprétations erronées et des lois et de la Constitution, mais surtout de bon sens, penser qu'il est exclu qu'on puisse convoquer le peuple pour que ce peuple puisse donner son avis. Je dis, sur cette question-là, je vais être entier. Je vais être entier parce que l'Afrique a tout souffert. Je vous ai parlé, j'ai évoqué l'esclavage. On ne voit pas d'où nous venons. On ne voit pas d'où la Centrafrique vient. On ne comprend pas la douleur et, j'allais dire, les maîtressures quand on voit un peuple frère, quand on voit notre propre peuple, comme le peuple centrafricain dans la souffrance. Et on ne peut pas imaginer notre joie quand enfin on constate que dans cet espace qui était considéré jusqu'à un passé récent comme le cœur des ténèbres, enfin il y a de l'espoir. Enfin, il y a des projets, des perspectives de développement, mais surtout de renaissance africaine. Fondamentalement, je pense qu'il faut que les gens qu'ils sachent raison garder, parce que sinon, nous allons évoquer, pour ceux qui parlent souvent de la malédiction des chambres, malheureusement ce n'est pas le cas, hein, il faut redonner confiance à notre peuple. Et pour redonner confiance à notre peuple, il faut savoir dire merci à ce sens élevé de sacrifice de certains de ses filles et de ses fils pour redonner de la dignité à ce peuple-là. Et c'est pour cela que j'estime, en ce qui me concerne, je sors par là, que pour cette question-là, que les différents acteurs aient le courage de redonner la parole à la légitimité de la Centrafrique qui est son peuple. Et que celui-ci se prononce. S'il est d'accord de cette nouvelle mutation qui va enfin donner la possibilité à l'architecture, en réalité de l'étatique, avec l'exécutif, le parlementaire, les judiciaires, chacun en ce qui le concerne de jouer son rôle pleinement. Parce que c'est la première fois que je vois que l'exécutif est assujetti complètement, n'est-ce pas, à la volonté du parlementaire. Je ne comprends pas ça. Donc, honnêtement, on abandonne le petit calcul d'apothicaire politiciennes, mais surtout quand ce sont des calculs des orientations qui sont déclenchés de l'extérieur, donc ils ne prennent pas en compte, en réalité, ce que j'appelle la volonté du peuple, la volonté profonde de ce peuple-là, mais surtout les intérêts de ce peuple centrafricain d'être de nouveau le phare qui va éclairer l'Afrique, comme ce fut le cas dans ces années-là de résistance première, et avec les personnages que nous avons cités sur ce plateau. Je pense qu'il faut arrêter de considérer que les Africains ne sont pas assez intelligents pour comprendre où sont les intérêts et quelle est la démarche à suivre pour qu'en réalité ils puissent prospérer dans leur espace. Merci, patient, parfait, Ndom. À moins que le doyen Dimbélé veuille réagir, je voudrais donner la parole à d'autres. Allez-y, je vous en prie. Non, non, je n'ai pas de réaction. Je suis tout à fait d'accord avec ce que monsieur vient de dire. Voilà, patient, que patient vient de dire. Vous savez, j'ai pas eu envie tout à l'heure d'évoquer cette période vraiment douloureuse et particulièrement triste
de notre histoire. Oui. Dans chaque famille, il y a eu un mort. Oui. Et oui, il y a eu au moins un mort. Et dans chaque famille, s'il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu au moins des biens détruits, des biens publics, des biens privés. Et nous avons connu l'invasion de Bayamoulingue. Oui. À l'époque, c'était des femmes violées, des filles violées. Vous passez dans la rue, on vous prend vos effets sans demander qui vous êtes. Vous savez, donc moi, j'ai pas tout à l'heure dans mon exposé, je ne voulais pas exposer cette période particulièrement triste parce que ça dure de 2001, ça a duré de 2001 à 2015 presque. Oui. Voilà. En tout cas, rassurez-vous, même sans les voter, l'Afrique les vend. Et vous l'avez suivi par la voix de Patient Parfendom. Exactement. Je ne sais pas si vous l'avez compté, c'était Patient Parfendom, depuis le début de cette émission, il a dit Renaissance 7 fois. Et ce n'est pas anodin. On sait ce que signifie le mot Renaissance pour la République centrafricaine. Tout à fait. Le palais présidentiel a exactement la Renaissance. Président Bandakani. Ah, vous ne le saviez pas. D'accord. Président Bandakani, comprenez-vous ces manifestants? Évidemment. Lyon se livre à l'analyse factuelle. C'est l'expression de la vitalité historique du pays. Je ne dirais pas vitalité démocratique. C'est un peu vulgaire. Et dans le contexte centrafricain, cette vulgarité a un sens. Parce que la démocratie n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour rendre les peuples dignes, garantir leur souveraineté, leur dignité, réconcilier les peuples avec leur histoire et inventer l'avenir. Donc si la démocratie devient un rite, un rituel qui permet à des classes sociales traîtresses de conforter les positions de trahison, le respect du peuple exige de trouver un autre nom. Je préfère parler de vitalité historique, je comprends bien. C'est l'expression de la vitalité historique du peuple centrafricain. À la suite de Parfendom, je voudrais dire que la politique n'est politique que s'il y a du sens. La politique est la politique si elle a du sens. Quel est le sens de la politique en France Centrafrique? Le sens c'est quoi? C'est que les mêmes tournois-là, dans un cycle tragique qui nie l'humanité des populations centrafricaines et qui détourne ce pays de sa vocation historique. On l'a convoqué tout à l'heure ici, l'histoire de la Centrafrique. Refuge de tout ce qui fait l'esclavage. Dans toute cette sous-région, depuis Soudan, la traite négrière avec les Peuls, tout ce qui fuit, ce sont réfugiés ici. C'est comme la vocation de ce pays. Nous avons convoqué Karinou ici, qui a mené une guerre extraordinaire contre cette tradition d'esclavagisme qui a décimé la moitié de la population de ce pays contre la France. La moitié, je ne sais pas si vous mesurez ce que ça veut dire, la moitié de la population de ce pays a été tuée. Il y a quand même des événements, il y a quand même des références dans ce pays. Donc, c'est quoi la politique? Quel est le sens de cette politique? Le sens, c'est quoi? Est-ce qu'on peut dégager le sens des luttes politiques qui y a en Centrafrique depuis la naissance de ce pays? Le sens, c'est quoi? Mais il a deux sens. La politique a deux sens en Centrafrique. Deux sens. Ceux qui continuent la tradition d'esclavagisme, de destruction de ce pays, de fait qu'il n'y ait pas adéquation entre les richesses fabuleuses de ces nations, n'est-ce pas, et le niveau de vie de ces populations. Et l'autre tradition, pas pour dire que nous on convoque Karinou ici depuis que nous sommes arrivés là, qui consiste à défendre la dignité de ce peuple, à faire que ce peuple-ci vive, n'est-ce pas, conformément à la dotation de la nature, qui en a fait un endroit extrêmement riche, Manuela Siké. Mais depuis que la politique existe, c'est une question de sens. La politique, ce n'est pas la tragédie. La politique, ce n'est pas s'amuser alors qu'un peuple et un pays est en voie de disparition. La politique, ce n'est pas le fait d'être très fort dans le mensonge. La politique, ce n'est pas l'art du cynisme, des intrigues, où le peuple est laissé de côté. Le sol de pays est laissé de côté. Mais quand on voit la Centrafrique, si on prend seulement depuis 1960, qu'est-ce qu'on voit? Les intrigues inutiles, les guerres civiles, c'est-à-dire toute une démarche qui aboutit à la faillite de l'État.
La faillite de l'État. Mais pendant ce temps qui règne dans ce pays. Tout à l'heure, je vous ai parlé tout à l'heure quand je suis arrivé ici l'autre jour. J'ai vu quoi? Le Centrafrique est sous occupation de l'ONU. C'est un sens, ça? Si la politique doit avoir un sens en Centrafrique, mais ce n'est pas de régler cette affaire. Quelle est la dignité de ce pays au XXIe siècle d'être un territoire occupé par la MINUSCA? C'est ça le destin de la Centrafrique. La Centrafrique, son destin, c'est d'être le marchepied de la France, le marchepied de ce qu'on appelle la communauté internationale. C'est ça le sort de ce pays. De 1960 à aujourd'hui, c'est ça le sort de ce pays. Les guerres, une bonne partie du pays, dans les pays voisins, en train de vivre une vie infra-humaine. C'est ça la Centrafrique. Mais à un moment donné, il faut que les politiciens s'interrogent sur le sens de la politique. Si on peut arriver à ce niveau, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Mais pendant ce temps, les gens disent constitution, d'accord, les gens disent qu'il y a un État. Mais ça donne quoi? Est-ce que le but de l'État, c'est de conforter la négation du pays, l'ultra-misère des populations? Mais quel est le rôle de l'État? L'histoire de la Centrafrique, c'est une histoire de mensonge. C'est-à-dire l'État centrafricain est né dans le mensonge, dans le faux. Oui, la violence, le mensonge, le faux. C'est un État profondément colonial, néocolonial, dont la vocation n'est pas de développer ce pays, de continuer à faire une plantation d'esclaves. Madame Manuela Seke. Dans la plantation d'esclaves, les gens peuvent décider que le maître dort tranquille, que le maître n'est pas mauvais, qu'on est content d'être esclave. Mais maintenant, le problème sera que qui va être bien vu par le maître esclavagiste, par le propriétaire de la plantation? Ici, ce n'est pas un propriétaire, c'est un bandit, c'est un voleur, là, la chose que lui ne appartient pas. Donc, les gens sont dans la plantation d'esclaves, au lieu de couper la tête du maître, leur problème, c'est de se battre pour plaire au maître. C'est ça le sens de la politique en Centrafrique, comme dans beaucoup de pays africains. C'est une honte. Il faut s'indigner contre ça. Nous devons avoir le courage de nous lever contre ça. Il faut dire non à ça. Le sens de la politique en Afrique, même si on remonte dans les tréfonds de nos traditions, le sens de la politique, ça a toujours été la dignité des peuples. Donner du sens au destin d'une nation. Bâtir des civilisations. Et la civilisation n'a de sens que si ça rend les gens heureux. Si les êtres humains sont heureux, sont de plus en plus dignes, sont de plus en plus libres. À quoi sert la politique dans le Centrafrique à l'heure actuelle? Et je dis c'est vrai pour tous les pays africains. Ça sert à quoi? Est-ce qu'on est fier de dire qu'on est un politicien dans un pareil contexte où la misère est partout, alors que vous êtes le pays le plus riche du monde? Pourquoi le Centrafrique est sous domination étrangère? Pourquoi le Centrafrique est dominé? Pourquoi ce pays n'arrive pas à jouir de ses richesses? Ça, c'est le débat fondamental de la politique. Mais si on la pose, la réponse est claire. C'est pas compliqué. On voit très bien l'enjeu du débat constitutionnel. On voit très bien ce qui se joue et quelles sont les diverses appartenances, à quel camp elle appartient pour qu'il roule. On peut remonter jusqu'à depuis ses parents, depuis on peut monter très loin. On va construire les ascendances, on va construire les généalogies. On verra que tout ça, c'est dans une continuité claire. C'est deux camps de manière fondamentale qui s'affrontent. Je l'ai dit tout à l'heure, je reviens dessus. Le camp de ceux qui estiment que la Centrafrique, c'est une plantation d'esclaves. On peut tuer tous les Centrafricains, on peut les exterminer, pourvu que eux, n'est-ce pas, le privilège soit garanti avec leur maître étranger. Et l'autre camp, c'est clair, c'est que non, ce pays, ça nous appartient. Nous sommes des êtres humains, nous sommes dignes et comme les autres, on peut construire une histoire de dignité, on peut construire une histoire universelle, on peut partager au monde un grand projet historique, n'est-ce pas, qui est bâti autour de la dignité, de l'abondance matérielle, du génie culturel, de la créativité qui fait honneur à l'homme noir. Tout à l'heure, Papa Vendôme l'a dit. Mais quand vous regardez le Centrafrique depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi cette affaire? On peut donc nier, on peut vouloir rendre les gens comme on veut. On peut nier qu'avec Touadéra, quelque chose de nouveau en train de naître. On peut nier ça? Est-ce qu'on peut nier qu'avec le président Touadéra, quelque chose de nouveau est en train de naître? Depuis son histoire personnelle, il a convoqué ici l'histoire de ce pays. Si on rapporte ça au président Touadéra, on peut nier quelque chose est en train de naître. On peut nier que la Centrafrique est un carrefour de son histoire où tous les acteurs doivent se ressaisir. Et pour une fois, penser à l'avenir de ce pays et à son peuple, pas à eux seuls. Est-ce qu'on peut nier ça? Tous ceux qui se dressent contre ce virage-là sont les ennemis de ce pays. Merci, Président Mandakani.
En tout cas, toutes les questions que vous avez soulevées trouveront réponse dans les prochaines éditions et ça sera certainement par vos bouches, messieurs. Nous, on ne fait que modérer ces plateaux. Simplement. Je crois que, oui, Dr Yom Timba, qui ne s'est pas encore exprimé justement sur la question des manifestations. Dr Yom, comment est-ce que vous vous analysez? Vous comprenez aujourd'hui ces Centrafricains qui sortent dans les rues, manifester, apporter un soutien à ce projet de réécriture justement de la Constitution? Entre autres. Parmi tant d'autres, tout à fait. Voilà. Ouais. Bah, écoutez, je pense que certaines personnes ne perçoivent peut-être pas clairement ce qui se passe en Centrafrique, même quand c'est leur propre pays. Réécrire ou écrire une nouvelle constitution aujourd'hui, ce n'est pas du tout donner une nouvelle légitimité au président. Il l'a déjà. Il est déjà élu. Donc il ne cherche pas une nouvelle légitimité. Et c'est peut-être ça qui donne un sens encore plus républicain, humaniste et historique à une telle opportunité, à un tel projet. C'est un projet parce qu'il n'est pas question de révision constitutionnelle comme on en voit très souvent sur le continent. Il s'agit d'écrire une nouvelle constitution, mais il s'agit, quand vous regardez par exemple celle de 2016, de créer un État. De créer un État. Les Centrafricains ont là l'opportunité de s'asseoir tous ensemble et de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Parce que ce qu'on appelle l'État centrafricain, ce n'est pas les Centrafricains qui l'ont créé. Quand vous regardez même la dernière constitution, vous ne trouverez nulle part où il est dit « nous, Centrafricains, créons un État ». Ce n'est pas dit. Ça passe simplement, il est simplement dit qu'il y a une constitution et cette constitution dit « l'État fait ceci ». Mais il faut créer l'État pour qu'il fasse quelque chose. Et l'opportunité qui est donnée aux Centrafricains à travers ce projet-là, c'est enfin de créer un État. Or, c'est une démarche profondément souverainiste, indépendantiste, une démarche qui exprime la liberté, ce ressenti de la liberté qui vous vient des tripes et qui vous installe dans l'histoire comme des hommes. Donc, que tout le monde se ressaisisse un peu. Et en même temps, cet élan, on peut le retracer historiquement, c'est-à-dire qu'on peut le rattacher à quelque chose d'historique. Et tous ceux qui ne sont pas capables de s'aligner sur cette histoire ne sont certainement pas des personnes qui veulent qu'il y ait un État centrafricain. Si vous pensez aujourd'hui à écrire une nouvelle constitution, ça veut dire que vous pensez à l'idée que la liberté n'a pas de prix et qu'il n'est pas concevable dans ce pays comme dans tout autre d'ailleurs dans le monde qu'un seul homme soit asservi. Ça, c'est Carino. Ça, c'est Carino. Mais vous partez de là et vous rattachez ça à Boganda et à ces 5 verbes. On les trouve dans la ville, sur sa statue. Se nourrir, se loger, se vêtir, s'éduquer, se soigner. Voilà pourquoi on crée un État. Voilà pourquoi les Centrafricains disent « Nous devons réaliser notre rêve de liberté, notre rêve d'indépendance, notre rêve de souveraineté, notre rêve de dignité, laquelle dignité se construit par la réalisation, ou si vous voulez, par la conjugaison au présent de ces 5 verbes. » Alors, ceux qui ne peuvent pas le comprendre sont clairement en train de nous dire qu'en fait, le peuple doit s'astreindre, doit s'obliger à observer ceux qui n'ont pas faim du tout, ceux qui s'empiffrent des bienfaits de la collectivité et les entraînent dans des arguties, dans du juridisme qui n'a aucun sens, parce qu'il faut bien qu'on comprenne 2 ou 3 choses. Les juristes, ce sont des techniciens. Les politiciens, ce sont les stratèges. C'est quand les politiciens ont dit « voici la direction », le travail des juristes, c'est de transcrire cela. Mais ce n'est pas le travail des juristes d'être au-dessus des politiciens. Ce n'est pas eux qui ont la vision. Ce n'est pas eux qui ont recherché la légitimité. Il n'est acceptable nulle part dans le monde, et je n'ai vu ça nulle part dans l'histoire, que les politiciens qui ont un mandat du peuple décident
et de simples fonctionnaires, de simples personnes nommées puissent dire ce que vous faites n'est pas acceptable et bloquent l'implémentation de la vision. Pourquoi les gens ont-ils été élus alors? Si vous qui n'avez aucun mandat, vous avez la capacité de leur dire vous ne faites rien. Pourquoi on va donc chercher un mandat? En réalité, c'est une attitude belliqueuse. C'est une attitude qui ne veut pas la paix. L'attitude qui veut la paix, c'est celle qui dit créons notre État, nous tous. Et le terme constituant, ou le terme constituant, constitution, constitutionnelle, ce sont des termes qui veulent dire on se tient ensemble. C'est ça que ça veut dire, on se tient ensemble. Pour une fois que vous avez donc l'opportunité de vous tenir ensemble, de faire la chose ensemble, de la créer, de la mettre en mouvement ensemble, pourquoi ça devrait faire problème? Mais l'ensemble dont on parle ici, quelle est sa manifestation concrète? Mais c'est le peuple. Et donc, au bout du compte, s'il y a quelque chose qui aujourd'hui devrait interpeller les Centrafricains, quel qu'il soit, c'est de se demander à chaque fois, est-ce que chaque fois que je pose un acte, un enfant de PK5 va à l'école, se soigne, se loge, se nourrit, se vêtit? Voilà donc ces verbes que nous essayerons aussi de conjuguer sur le plan médiatique. Je vois Patient Parfendum qui voulait rajouter quelque chose. Je vous ai vu aller lever le petit doigt. C'est vrai que le président Madakani aussi, finalement. En tout cas, on retournera vers... Tout à fait, pour conclure sur cette question. Avec ta permission, je prends une seconde. Je vous en prie. D'abord, c'est pour un peu chahuter un peu... Oui, mais vous savez, il y a des gens qui aiment les effets de mode. Mais il y a quelqu'un qui disait à force d'être dans le vent, on finit dans un destin de feuilles mortes. Madame Ursula von der Leyen, vous savez, elle n'a aucun mandat électif. Et c'est ça qui fait prendre des décisions données à l'Europe aujourd'hui. On voit de plus en plus, justement, le peuple européen se demander mais où est-ce qu'on va? Vous voyez la vague de manifestations en Europe aujourd'hui. C'est comme peut-être une tendance, une mode, où les gens oublient le sens de la légitimité. Et je dis, celui qui détient la légitimité dans un pays, c'est le peuple en premier. Vous ne pouvez pas bloquer des réformes importantes qui vont dans l'amélioration et la modernisation d'un État sur le falsifié prétexte que vous vous agrippez sur des histoires qu'on appelle des textes. Des textes, mais ce n'est pas du fétichisme, c'est une histoire de constitution. Tout à l'heure, le doyen vient de nous rappeler comment la précédente a été élaborée et adoptée. Donc ce n'est pas un fétichisme. Il faut être constamment dans l'adaptation pour donner la possibilité au pays, au peuple, à ses populations de vivre mieux. C'est de ça qu'il s'agit. Bien sûr. D'où la recherche des solutions. Tout à l'heure, au cours de la semaine, peut-être que vous aurez l'occasion de revenir là-dessus, pour éviter justement les points de blocage, ces nœuds qui ne permettent pas la réalisation totale et complète de la souveraineté d'un État. C'est par exemple la question du franc CFA. Parlons-en une seconde. Comment la Centrafrique peut aller de l'avant aujourd'hui avec cette affaire-là? Comment? Puisque aucun pays africain, je dis bien de Dakar jusqu'à pratiquement à Brazza, ce sont les mêmes problèmes auxquels nous faisons face. Elles ne sont pas d'ordre conjoncturel, elles sont d'ordre structurel. Bien sûr. Et la Centrafrique est comme un condensé, le Centrafrique, de tous ces manquements. Et les gens se plaisent, ils se complaisent dans cette réalité-là. Parce qu'ils ne croient pas beaucoup à l'homme centrafricain, à l'homme africain tout court. Ces espèces de nègres de maison qui se contentent du fait que de temps en temps, Madakani l'a bien expliqué, qu'il peut avoir des faveurs du maître, nos continents africains n'en veulent plus. Le monde lui-même n'en veut plus. On ne peut pas continuer à rester en marche de cette vaste tendance, ce que j'appelle une tendance lourde sur le plan mondial aujourd'hui, parce que le moment est arrivé. Nous avons loupé des rendez-vous. L'Afrique ne peut plus se permettre de louper ce nouveau rendez-vous. Surtout qu'au-delà de ce paradis, par le biais de ces richesses incommensurables que ce pays a eu la chance d'avoir, mais il y a aussi surtout la richesse humaine qui a été longtemps, très longtemps occultée autant pour moi, mais qui aujourd'hui brille de mille feux. Par le biais des initiatives, par le biais des propositions, par le biais d'un cap bien trancé qui est montré et qui fait aujourd'hui le bonheur et la fierté de tous les Africains. Et
C'est ça qui justifie justement cette nouvelle orientation. Où nous demandons aux Africains, le moment est venu de faire enfin la de ce pays et ce nouvel Eldorado. Les intellectuels, les hommes d'affaires, tout ce que l'Afrique compte de valeur, venez soutenir le peuple centrafricain, venez soutenir cette nouvelle dignité, n'est-ce pas, qui redonne, n'est-ce pas, l'envie de se sentir noir partout dans le monde, qui est aujourd'hui le fruit de cette nouvelle orientation qui est prise par le président Faustin Archange Touadéra, mais aussi par l'ensemble de ces valeureux filles et fils de la Centrafrique qu'on voit partout, mais qui disent nous devons revenir aux fondamentaux pour rebâtir cet État, pour enfin donner du sourire à tous ceux qui sont précédés. On a parlé d'Abel Ngumba, on a parlé de Bateni Boganda, on a parlé de Karinou, mais surtout, j'ai parlé de Koudougou tout à l'heure. Je pense toujours, moi, c'est quelque chose, chaque fois que j'aborde les questions africaines, à ces milliers de jeunes Africains qui ont donné leur vie, et ont donné leur vie pour qu'on ait un nouveau monde. Malheureusement, on ne peut pas continuer aujourd'hui d'accepter que leur sacrifice ait été vain. Il faut que les sacrifices aient un sens. Et ce sens ne peut être possible que si, enfin, cette prise de conscience qui a été évoquée par Yambi Tiba tout à l'heure prenne corps au sein de cet État. Nous appelons donc tout le peuple centrafricain. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé de répondre au rendez-vous de l'histoire. C'est à vous de reprendre justement l'initiative historique de la question de la souveraineté de votre pays, de notre pays, de l'Afrique et de toute l'humanité. Et je suis convaincu qu'avec le temps, mais surtout avec les nombreuses sollicitations, mais surtout interpellations qui viennent de partout, n'est-ce pas, cette réalité prendra corps dans cet espace. Merci à vous, patients. Parfait d'homme. Avant de peut-être vous passer la parole au président Badakani, on reçoit des messages déjà, Bachir. Mais alors beaucoup de messages de téléspectateurs qui nous suivent d'un peu partout dans le monde. Je voudrais en lire juste deux. D'accord. Alors, Mavimba, il nous écrit de Brazza, il nous dit nous appartenons tous à cette sous-région et nous savons tous les problèmes qu'ont traversé nos frères centrafricains. C'est le lieu pour nous de remercier les actuels dirigeants et surtout de féliciter Foyo Media et TVCA, Télévision Centrafricaine, donc pour cette franche collaboration qui nous permettra d'éclairer la lanterne des Africains sur les vrais enjeux de la libération du continent et non des querelles politiciennes. Quant à notre ami Issa Diawara qui nous écrit du Mali, Issa Diawara que nous saluons d'ailleurs, de nos panélistes de ce côté-là, il nous dit, nous les Maliens, nous vous le concédons, laissez la thématique malienne pour aujourd'hui, parler de la Centrafrique, on veut vous écouter, on veut vous écouter. Merci à Issa Diawara. Merci à Issa Diawara, bien sûr. Le peuple, puisque le peuple on respecte le peuple. C'est ce qu'on demande sur ce plateau. On y va. Qui sommes-nous justement pour déroger à cette règle? Président Badakani, vous avez la parole. Docteur Yama, vous soulevez des questions très importantes. Je pense qu'il faut qu'on y ait un système. On fait le résumé en disant que la Constitution n'est pas un fétiche. Si on fétichise une Constitution, c'est la sorcellerie. On entre dans l'irrationalisme constitutionnel et c'est la sorcellerie, ça détruit un pays. Il faut qu'on ait le courage de dire certaines choses. Mais qu'est-ce qu'une Constitution à la fin? Qu'est-ce qu'une Constitution? Est-ce que une Constitution, ce n'est pas l'expression de la volonté d'un peuple d'être libre? Ce n'est pas ça une Constitution. Une Constitution, ce n'est pas l'expression de la volonté d'un peuple d'être libre. Bon, sinon à quoi c'est une Constitution? Mais ce n'est pas un truc comme placard, comme ça, on dit que bon, nous aussi on a une Constitution. En ce moment-là, même les singes ont des constitutions. Même les singes peuvent dire nous avons des constitutions. Une Constitution, c'est l'expression de la volonté d'un peuple d'être libre. C'est ça l'enjeu de la Constitution, dans tout le monde entier. Indépendamment de la diversité des nations et de leur trajectoire, c'est ça l'enjeu de la Constitution. Alors, on peut se poser une question simple. Est-ce que les constitutions successives de la Centrafrique ont garanti la liberté de la Centrafrique? Est-ce que les constitutions successives de ce pays ont garanti la liberté de la Centrafrique? Non. Personne ne peut dire le contraire. Je dis non. Absolument non. La situation est même pire que pendant la colonisation. Oui, je veux même choquer les gens. On est obligé de dire des choses qui ne sont même pas censées. C'est-à-dire qu'à voir ce qui se passe, on risque de regretter la colonisation.
Je dis, ici, on peut regretter la cause. Mais c'est quand même terrible ça. Mais comment des gens peuvent faire des choses? Comment on peut s'arrêter? Des mentalités. Oui, des mentalités. C'est-à-dire que c'est quand même, c'est pas quand même la Centrafrique. C'est pas ça le Centrafrique. C'est un très grand pays, ce pays, qui a des ressources humaines extraordinaires. Est-ce qu'il est compliqué de faire le constat, de dresser le constat de toute l'histoire constitutionnelle de ce pays? Si on prend seulement 1960, c'est compliqué de voir que c'est un échec. Ça n'a pas garanti la liberté de ce pays, au contraire, ça l'enfonce. Donc il ne faut pas qu'on confonde un projet de fondation constitutionnelle d'un État, c'est ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que nous, les Centrafricains, on s'assoit, on dit on veut créer un État. Il ne faut pas confondre ça à ce qu'on peut appeler un constitutionnalisme de pacotille. En fait, on peut aller un peu plus loin. Vous proposez l'État colonial. Mais je vais aller plus loin. Le Centrafrique, c'est-à-dire, on est dans le pré-constitutionnalisme. Jusqu'à présent, le Centrafrique n'a pas eu de constitution. Jusqu'à présent, le Centrafrique n'a jamais eu de constitution. Une constitution se donne les moyens matériels, historiques, économiques, culturels, de protéger ce au nom de qui elle est proclamée comme telle. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est quoi cette affaire? Les gens proclament les constitutions depuis 1960. Est-ce qu'en 60, quand Bédiel Bokassa renverse son cousin, il n'y a pas de constitution dans ce pays? Après Bokassa, il n'y en a pas sur lui. Quand Kolumba fait son coup d'État, il n'y a pas de constitution dans ce pays. Après Kolumba, tous les guerres civiles qu'il y a eu ici, il n'y a pas de constitution. Tous ces événements démontrent que c'était du papier. Une constitution n'est pas un papier. Ça, parce qu'on peut le consigner dans un document qu'on appelle la constitution, on peut transmettre ça à quelqu'un. Ça, c'est l'expression, comment on dit ça, écrite de la constitution. Une constitution, c'est une puissance qui n'est pas écrite. La constitution condense la puissance d'une nation, d'un pays, qui dit que j'ai le moyen de me protéger. J'ai le moyen de protéger ma population. J'ai le moyen de développer mon économie, mon potentiel, de le rendre en réalité. J'ai les moyens d'épanouir mes capacités culturelles. J'ai les moyens de parler au monde. Je suis le Centrafrique, j'ai un message pour le monde. Depuis 1960, là, depuis qu'on écrit les papiers, là, le Centrafrique dit quoi au monde? Je vous ai dit tout à l'heure que moi, quand j'arrive ici, j'ai dit... Mais que fait l'ONU dans ce pays? L'ONU est la démonstration qu'il n'y a pas de constitution dans ce pays. L'existence des MINUSCA, des marchés consorts démontre qu'il n'y a pas de constitution dans ce pays. Vous n'avez pas une constitution et la MINUSCA est chez vous. Et on voit ce qu'elle fait ici. Et ça ne dérange pas les hommes politiques. Ça ne dérange pas les patriotes centrafricains. Mais la MINUSCA est la négation de la constitution. C'est quoi? MINUSCA. Ce truc-là, je ne vais pas prononcer ça. Non, je ne vais pas prononcer ça. C'est quoi cette affaire? C'est du banditisme international. Je dis... Nous aurons l'occasion certainement d'approfondir le débat. Oui, on a de baliser. Oui. On peut permettre ça. En toute modestie, on balise. Je dis... Tu as dit le MINUSCA, c'est la MINUSCA, c'est ça? Est la négation de la Constitution. Il est la présence d'une mission de maintien de la paix, puisque vous voulez qu'on l'appelle comme ça. C'est banditisme international. La présence dans ce pays démontre que ce pays-là n'a jamais écrit une constitution. Il faut que les gens comprennent ce que c'est pas. J'ai dit que tout à l'heure, la politique a du sens. Si la politique n'a pas de sens, la politique peut avoir un sens tragique. En ce moment, on l'assume. On dit que on veut construire la tragédie, on s'assume. Mais toutes les traditions de progrès dans l'histoire qui donnent du sens à la politique, c'est pour éviter des choses comme ça. C'est pour éviter des choses comme ça. Vous ne pouvez pas vous revendiquer d'une constitution qui, il y a encore quelques instants, il y a encore quelques années, faisait d'un petit ambassadeur français le patron du Centrafrique, qui s'en fichait du président, ou bien de la présidente, qui pouvait
le gifler ou la gifler. Vous voulez qu'on appelle l'épisode qu'il y a eu ici entre M. Le Drian, ce petit voyou, et maintenant, vous voulez m'interrompre? Vous le savez, je le ferai tard. Non, vous n'avez pas le droit de m'interrompre. Non, ce n'est pas une question de vous interrompre. Bien sûr. Je n'ai placé aucun mot déplacé. Oui. Parce que je peux démontrer à quoi je prononce le mot voyou. Alors, vous savez quand même que voyou, c'est un mot fort pour le Non, il n'est pas fort. Il est l'expression de la nature des actes posés et ceux qui ont posé ces actes-là contre ce pays. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Ça dit qu'on connaît l'épisode qu'il y a eu entre Mme Samba Panza, elle est vivante, cette grande dame, et M. Le Drian. Bon, vous appelez ça quoi? Le M. Le Drian, vous l'appelez quoi? Ministre des Affaires étrangères? Okay. On sait à quel pays il appartient. Oui, on sait ce que ça veut dire. On peut être criminel et être ministre des Affaires étrangères. Les postes ministériels peuvent être attribués à des criminels, justement pour couvrir les crimes qu'ils vont commettre. Et c'est ce que la France a fait dans ce pays alors qu'il y avait la Constitution ici. Ça, c'est récent, ça. Tous les drames qu'il y a eu dans ce pays, jusqu'à l'heure actuelle, est-ce qu'il n'y a pas de constitution? Est-ce que ça a empêché ces drames-là d'arriver? Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Quel est le projet civilisationnel des Centrafricains? Quel est le projet, quel est l'espoir, quel est le dessein des peuples de ce pays? Mais c'est ça qui fonde une constitution, ce n'est pas le contraire. C'est pas le contraire. On ne met pas une constitution avant ça. Mais quel est le projet des Centrafricains? Il est question que des hommes politiques, s'ils sont dignes d'être appelés tels, mais déclinent ça en projet politique. Ça peut être différent. Il peut y avoir plusieurs projets politiques. Le débat n'est pas là. Mais s'il y a plusieurs projets politiques, ces projets ne sont justifiés que s'ils sont l'expression de la volonté du peuple centrafricain d'être libre. Vous voyez qu'il y a un socle commun. Tout à fait. La matrice commune qui porte la diversité des expressions politiques. Mais qu'est-ce qu'on vit ici? Et on vit ça dans beaucoup de pays africains. Donc on était en train oui, j'étais en train de dire que... Oui. On n'était pas là. J'étais en train de dire que ceux qui font de la Constitution, même de sa conservation, en l'état, même quand ça bloque l'horizon d'un pays, doivent se poser de bonnes questions. Et bien sûr, les bonnes questions, on les trouvera aussi pour les futurs invités sur ce plateau. Tout à fait. Et pendant ce temps, la parole est à vous, très cher doyen Dembélé. Après ces manifestations, c'est quoi la suite? Ben, la suite, c'est que nous voulons appeler le peuple centrafricain à dire oui à cette constitution qui sera enrichie de ce que les uns et les autres ont dit autour de ce plateau. Et nous sommes, moi personnellement, je suis très flatté de tous les arguments qui ont été développés ici. Vous savez, depuis, comme il a été dit, depuis 1979, en tout cas avec l'arrivée de Dako par avion lors de l'opération Barracuda, mon pays, notre pays vit un drame. Un drame presque qui est devenu un rite, un cycle de chaque 5 ans, chaque 10 ans, il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive, qui tourmente ce peuple centrafricain, qui l'envoie en brousse. On a même appelé de manière ironique, là où pendant les derniers événements, là où les gens vivaient là, on a appelé ça Ledger, du nom du plus grand hôtel de notre pays. On a appelé ça Ledger, là où les gens vivent. Mais c'était des endroits où on ne peut même pas aller. Moi, j'y ai été. On appelait ça Ledger, du nom de ce hôtel-là. Donc, en 79, il y a eu, en 80, il y a eu une constitution. Après le coup d'état de Dako, on a fait une constitution pour revenir aux institutions constitutionnelles. Après, en 1990, d'abord en 1986, il y a eu une constitution pour revenir au parti unique, le Rassemblement démocratique centrafricain. En 1990, du retour de la boule, on a fait une nouvelle constitution pour revenir au multipartisme. En 1995, le président Patassé a fait une autre constitution pour remettre en cause certains éléments qui n'étaient pas acceptables dans la constitution de 1990. En 2004,
après le coup d'État du président Bozizé, il y a eu une nouvelle constitution. Hein, en 1996, récemment, la dernière, en 1996, il y a eu une autre constitution, celle que nous utilisons en ce moment. Vous voyez, c'est vraiment une des constitutions. Oui, puisque nous sortons, je ne voudrais pas ouvrir le débat. Celle que la RCA utilise en ce moment, je vois la constitution, elle avait été écrite pendant la transition. Pendant la transition. Tout ce qui était contenu, servait à gérer une transition. Non, c'est qu'il fallait, on était pressé de revenir, hein, d'arrêter la transition. Et pour arrêter la transition, il fallait une constitution pour aller aux élections. Hein, pour favoriser le retour aux institutions normales. Voilà. Et donc il fallait écrire cette constitution-là. Mais tout le monde est d'accord, y compris l'opposition. Tout le monde est d'accord pour dire que cette constitution, elle a été écrite dans la précipitation et qu'elle n'a pas été écrite par le peuple centrafricain, qu'elle a été écrite par un organe qui n'avait aucune légitimité, puisque le Conseil national de transition a été mis en place par arrêté. Et donc ça veut dire que le point de discorde, c'est pourquoi c'est à l'époque, à l'ère de M. Touadéra qu'il va falloir réécrire une constitution. D'accord. Mais... Le problème... Si tout le monde est d'accord. Parce que moi je vais vous dire, excusez-moi, je vais vous dire pêle-mêle, il y a M. Ziguélé qui au lendemain de l'écriture de cette constitution actuelle a dit que cette constitution, on n'a pas le droit d'écrire une constitution pendant la transition, que lui il sait que lorsque les autorités légitimes vont arriver, cette constitution-là va disparaître. Il y a M. Irénon, qui est un constitutionnaliste, et qui a dit que cette constitution n'a pas droit de citer. Et il y a M. Akanji, un autre juriste centrafricain, qui a dit pratiquement la même chose. Moi-même, j'ai dit qu'on ne peut pas écrire une constitution avec un constituant qui n'est pas légitime, qui n'a aucune légitimité, puisque mis en place juste par un arrêté du Premier ministre. Alors moi je suis tout à fait, je soutiens, j'adhère à ce que vous avez, ce qui a été sur le plateau, ce qui a été dit, oui. C'est malheureux, vous savez, notre pays, comme beaucoup ont l'habitude de le dire, notre pays ressemble à une vieille dame qui meurt de faim alors qu'elle a sous son lit de l'argent, de quoi manger, de quoi se nourrir. La RCA, c'est ça. Nous avons tout, mais nous mourrons de faim. Nous avons tout. Nous avons des problèmes de route. Nous avons tout. Nous avons des problèmes de structure scolaire. Nous avons tout. Nous avons des problèmes de structure sanitaire. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que nous venons d'acquérir les appareils d'imagerie moderne, le scanner, combien de patients centrafricains ont été envoyés à l'extérieur juste pour ça. Les appareils de dialyse, combien de centrafricains ont été envoyés à l'extérieur et combien de milliards, combien de millions ont été dépensés. Et maintenant, revenons, juste 2 minutes, revenons à la présence, 2 secondes, revenons à la présence des forces des Nations Unies en Centrafrique. Lors des débats relatifs à la loi rectificative des finances, il a été posé ce problème-là. Ce qui est plus grave que vous ne savez pas peut-être, c'est que toutes les importations que font ces messieurs-là ici sont exonérées. Alors ça fait qu'ils sont devenus des complices d'importation frauduleuse. L'année passée, pendant l'analyse de la loi des finances, il y a le représentant des hommes d'affaires centrafricains qui nous disait que il a comme impression qu'un militaire de la MINUSCA il fume 50 paquets de cigarettes par jour. Parce que le nombre de cigarettes, la quantité de cigarettes qu'ils importent ressemble un peu à cela. Donc je suis d'accord avec vous. Merci. Voilà. Merci à vous.
Dembélé. Comme on l'a annoncé tout à l'heure à nos téléspectateurs, bien sûr les téléspectateurs de la télévision nationale centrafricaine, ça ne fait que commencer. D'ailleurs, on se donne encore rendez-vous, bien sûr, demain, du moins toute la semaine, lorsqu'il sera exactement 20h30 ici du côté de Bangui, ou alors 19h30 temps universel. On reviendra sur des thématiques, du moins 2 thèmes principaux. Réécriture de la Constitution, est-ce une nécessité pour la République centrafricaine? On parlera également de crypto-monnaie comme instrument de développement. Et je pense, Bachir, si, comme on a appelé bien sûr tous les autres constituants justement, lundi, c'est-à-dire demain, on recevra la société civile. Mardi, bien sûr, on recevra, je pense bien, l'opposition. Oui, oui, ce sera les mouvements de jeunes. Non, mercredi, mouvement de jeunes et de femmes. De jeunes, de femmes, puis les mouvements des associations féminines. Tout à fait. Ensuite, nous irons vers l'opposition. Et ensuite, sans distinguo, qu'elle soit radicale ou pas radicale. On donnera la parole à tout le monde. Que tout le monde s'exprime. Exactement. Tout le monde s'exprime et on veut l'avis de tout le monde. C'est pour que le centrafricain lambda se fasse sa puisse s'exprimer. Et on rappelle également que les programmes ne se déroulent pas seulement le soir, le matin également. On n'a pas aussi cité la mouvance, c'est-à-dire présidentielle, tout à fait. S'exprimera le jeudi. Oui. Et bien sûr, selon l'agenda du chef de l'État, le vendredi sera consacré à un débat autour du président de la République. C'est tout le mal que nous souhaitons à ce peuple qui veut entendre parler son chef. Je crois qu'on a tout dit. On a tout dit, Bachir. Donc on donne rendez-vous à nos téléspectateurs demain, lorsqu'il sera exactement heure de Bangui. Heure de Bangui. Au revoir. Merci à vous, monsieur. Et TV Centrafrique. En août, seulement sur